Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent pour cette table ronde dédiée spécifiquement au travail de Story Killer Forbidden Stories. On a la chance d'avoir 2 journalistes du collectif avec nous. On est là pour 1 heure. Je vais poser des questions à nos invités et puis vous aurez un peu de temps après à la fin de la table ronde pour vous aussi leur poser toutes les questions que vous avez envie de leur poser sur leur travail et puis sur la thématique plus globale de la désinformation. Alors, je présente d'abord nos 2 invités. Cécile Andrzejewski, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste, tu as rejoint Forbidden Stories comme journaliste d'investigation en janvier 2022. Tu es aussi membre du collectif de journalistes YouPress. Dans ce cadre, tu as beaucoup travaillé avec Mediapart, notamment, collaboré aussi avec le consortium Investigate Europe. Et puis, tu as aussi participé au projet Zero Impunity sur les violences sexuelles en temps de guerre. Et s'agissant du travail du collectif YouPress, je vous invite à aller voir l'enquête qu'elles ont démarré, les filles ont démarré, sur les féminicides à l'échelle mondiale. C'est assez bluffant, je vous invite à aller regarder ça sur Internet. Et je cite également ton ouvrage, publié en 2019, qui s'appelle « Silence sous la blouse, livre enquête sur les violences sexuelles à l'hôpital », qui a été finaliste du prix Albert Londres cette année-là. Merci à toi de ta présence. Laurent Richard, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de Forbidden Stories. Tu es aussi le cofondateur de l'émission Cache Investigation. Tu es d'ailleurs journaliste d'investigation depuis une 20aine d'années maintenant, documentariste. Et tu as été nommé journaliste européen de l'année 2018 par le prix Europa à Berlin. Et merci également de ta présence. Merci. Eh bien, on va commencer tout simplement par présenter ce que c'est Forbidden Stories. Je crois qu'on a une petite vidéo que tu m'as donnée. Est-ce que tu préfères commencer d'abord le propos et ensuite on la lance comme tu veux ? Non, on n'a qu'à la lancer et après... Parce et on démarre la discussion. Elle raconte pas mal de choses en 3 minutes 42 et comme ça, et après on peut... C'est ça. Alors Stéphane, la vidéo de présentation de Forbidden Stories. Depuis 5 ans, plus de 300 journalistes ont été tués dans le monde. Forbidden Stories existe pour que leurs enquêtes ne disparaissent pas avec eux. Forbidden Stories, an international network of journalists designed to finish these stories and the investigations. Nous poursuivons le travail de journalistes assassinés, emprisonnés ou menacés partout dans le monde. Collaboration brings protection. Why kill a journalist if you have 50 others ready to carry on his work? Depuis sa création, Forbidden Stories a publié des enquêtes majeures. When a journalist is killed in India, in Mexico or in Malta, it's never a local story. The crime is always global, so the answer has to be global. Pour ces enquêtes dangereuses, notre organisation s'appuie sur un réseau international de 150 journalistes. Avec plus de 60 médias partenaires, nos enquêtes sont publiées dans une 50aine de pays. Forbidden Stories brings together journalists from around the world who are bound by this mission of telling truths that otherwise would be uncovered. I feel like you guys have my back, and this feeling has come to me after a very long time. To think about it like a many-headed hydra, I guess. You stop the story today, it will come back again tomorrow. Notre but, assurer un accès à une information indépendante. We learn from one another. We expand our resources. We have really large teams working on investigations. And when it comes to publishing, the impact is huge. Nos investigations ont eu un impact dans le monde entier. This is my phone. I take it everywhere, apparently. But now imagine your biggest enemy sits in this phone. Desde hace 8 meses, 25 medios en el mundo investigamos la violencia contra los periodistas en México. ¿Puede tomar la decisión reabrir el caso de Regina Martínez, presidente? Nous allons aussi plus loin, en dissuadant ceux qui s'attaquent aux journalistes. Forbidden Stories a créé le réseau Safebox Network. Les reporters menacés mettent à l'abri des informations sensibles en les partageant avec notre réseau mondial de journalistes.
Es muy bueno hacerle saber a quien está del otro lado que así le pase algo a uno, la investigación se va a publicar. Forbidden Stories es una alternativa para blindar la información que es para la gente. L'accès à l'information n'a pas de prix. Mais nos enquêtes, notre indépendance en ont un. Nous avons besoin de votre soutien. Alors un mot peut-être sur l'initiative en fait. Ouais. Comment elle naît? En fait, c'est une initiative qui est collective, comme on l'explique dans la vidéo. Moi, ça faisait une vingtaine d'années que j'étais journaliste d'investigation sur des formats longs, d'enquête. En France En France, mais en fait surtout souvent à l'étranger, et souvent dans des pays où la liberté de la presse n'était qu'un mot et loin d'être une réalité, notamment en Azerbaïdjan où j'avais enquêté. J'avais enquêté en Azerbaïdjan à l'occasion d'un documentaire pour Cash, justement, qui s'appelait Mon président est en voyage d'affaires, où j'avais pu suivre François Hollande qui allait en Azerbaïdjan et au Kazakhstan pour négocier des contrats d'importation de gaz et de pétrole, entre autres. Et ma question, c'était de savoir comment on fait quand on est président de la République française pour à la fois tendre la main à un dictateur et en même temps signer des contrats et parler de la question des droits de l'homme. Et donc moi j'avais été arrêté à cette occasion-là, de ce documentaire-là, de ce tournage-là, mais parce que j'étais français, je n'étais arrêté que 2 heures. Et puis après j'ai eu évidemment aucun souci, mais pour le même type d'enquête, Khadija Ismailova, une journaliste azérie, a été emprisonnée pendant plus de 15 mois, a été victime des attaques de Pegasus, a vécu et vit toujours un enfer. Mais par contre, en poursuivant son travail, en posant les questions qu'elle ne pouvait plus poser, finalement, j'ai réalisé qu'on pouvait avoir, depuis la France ou depuis d'autres pays, un impact aussi en Azerbaïdjan, parce que cette population-là, cette opinion publique azerbaïdjanaise peut avoir accès aussi à nos informations. D'où de l'importance de travailler de manière solidaire, collaborative, pour aller poser les questions que les autres ne peuvent plus poser. Donc c'est un des éléments qui m'a convaincu de lancer Forbidden Stories en 2017, où on a commencé après l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, qui était une journaliste maltaise assassinée, où on a composé notre première équipe avec 45 journalistes venus de 18 pays. À l'époque, c'était le New York Times aux États-Unis, Le Monde en France, et puis toute une série de journaux, de télévision dans le monde entier, où on s'est unis pour une seule mission, poursuivre le travail des reporters assassinés. Pourquoi ? Parce que notre but, c'est pas de faire une activité de plaidoyer ou de défendre directement la liberté de la presse, mais c'est de faire en sorte que l'information aille jusqu'au bout de son chemin. Et quand un journaliste est tué, il est tué toujours en raison d'une enquête qu'il vient de publier ou qu'il va publier. Et quand on regarde de près pour quel type d'enquête les journalistes sont assassinés aujourd'hui, ils le sont toujours pour les mêmes sujets: corruption, violation des droits de l'homme, crimes environnementaux, toute une série de sujets qui sont majeurs pour nos sociétés. Et si on poursuit à chaque fois le travail des reporters qui sont assassinés, alors à ce moment-là, ceux qui tuent les journalistes comprendront que ça ne fait plus aucun sens de tuer un journaliste, puisqu'au contraire, ça deviendra même contre-productif, puisque vous verrez l'histoire que vous vouliez censurer à Bakou en Azerbaïdjan, elle sera à la une du New York Times, elle sera à la une du Washington Post. Cette démarche-là, elle n'avait jamais été faite auparavant, c'est la première fois. Elle avait été faite de manière épisodique, quelques fois, 3-4 fois, notamment une fois en 1976. Ça s'appelait The Arizona Project. C'était un journaliste américain qui s'appelait Don Bowles, qui a été assassiné à Phoenix, en Arizona, alors qu'il enquêtait sur la corruption. Dès le lendemain de son meurtre, 30 journalistes des 4 coins des États-Unis ont pris l'avion, ont atterri à Phoenix et se sont regroupés pour créer le projet Arizona. C'est la première fois dans l'histoire du journalisme qu'une collaboration entre journalistes, ce qui n'est pas évident, c'est très, et on va en parler, oui, j'imagine, c'est parfois compliqué, il faut mettre l'ego de côté, il faut savoir partager l'information avec son concurrent d'hier ou de demain. Mais c'était la première fois. Et puis, quand Khadija a été emprisonnée, il y a eu aussi une initiative menée par l'OCCRP qui a visé à poursuivre le travail de Khadija alors qu'elle était en prison. Mais jamais il y avait eu d'organisation fondée sur ce principe-là, avec ce mandat-là, qui est le mandat de Forbidden Stories aujourd'hui, de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés. Avant d'aller plus loin sur une des enquêtes précisément, Cécile, aujourd'hui, vous êtes combien
à Forbidden Stories. Et puis vous l'avez dit, j'imagine que c'est pas facile de convaincre en fait une profession qui a l'habitude du scoop un peu toute seule, et puis de pas tellement travailler en collaboration. Donc comment vous faites ce travail de lobbying en fait? Alors aujourd'hui, on est, je crois, 16 salariés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 journalistes de la rédaction, 2 rédactrices, une rédactrice en chef, une rédactrice en chef adjointe, et aussi des gens qui s'occupent de lever des fonds, etc. Parce que ce genre d'enquête, ça a un coût, et tous ces métiers-là aussi servent en fait à ces enquêtes-là et au fait que Forbidden existe. Et comment on convainc les gens? Moi, je pense que comme je suis arrivée pas au moment de la fondation, il y avait déjà cette dynamique-là quand j'étais là. Mais je pense qu'il y a aussi un truc... d'une part, la mission fait que... il y a quand même ce truc où quelqu'un qui fait le même métier que nous dans un autre métier a été emprisonné, a été assassiné pour avoir fait ce que nous on fait en France quand on est français ou au Royaume-Uni quand on travaille pour le Guardian, etc. Et donc il y a quand même quelque chose qui motive là-dedans de vouloir travailler ensemble. Et ensuite, il y a un truc quand même où la plupart des gens, moi, avec qui j'ai pu bosser au sein de Forbidden Stories, dans d'autres médias, sont des gens que personnellement je trouve extrêmement brillants, en fait, tous, et qui sont dans une extrême aussi bienveillance. Et il y a ce truc où, comme tout le monde est quand même très talentueux, tout le monde ramène quelque chose. Et donc, à un moment donné, si il y a 5 journalistes très doués qui ramènent quelque chose, on a aussi... il y a aussi cet enjeu-là de dire moi aussi je sais faire ça, et donc ça crée une espèce d'émulation qui est quand même assez magique à vivre. J'en ai discuté avec des gens ici avant d'arriver là, mais effectivement c'est un peu rare de se dire en tant que journaliste on va mettre nos sources en commun, on va mettre nos idées en commun, on va avancer ensemble. Mais au final, il y a un truc très logique qui est quand on est à 10, on avance plus vite que quand on est tout seul. C'est évident. C'est quel statut? C'est une ONG? C'est une association à but non lucratif. Donc on dépend des dons de chacun. Donc il y a une invitation à la fin de la vidéo à cliquer sur le bouton Donate du site. Et on est aussi financé essentiellement par des fondations philanthropiques qui sont au nord de l'Europe, qui sont aux Pays-Bas, en Suède, beaucoup aux États-Unis. En fait, c'est un modèle qui existe depuis 40 ou 50 ans aux États-Unis, où il y a beaucoup d'associations qui produisent du journalisme, dont les articles sont même publiés dans les grands journaux, et qui, comme il y a un déficit total du service public aux États-Unis, il a été quand même remplacé beaucoup par de la philanthropie. Et donc, c'est comme ça qu'on est soutenu. Ouais. On va aller plus loin dans les enquêtes que vous menez, avec une enquête précisément qui, moi, m'a beaucoup touchée. Je ne la connaissais pas avant de préparer le programme. C'était celle de Gauri Lankesh, une journaliste indienne assassinée en 2017, sur laquelle tu as travaillé, Cécile. Alors, comment vous faites d'abord pour choisir? Parce que malheureusement, il y a quand même un certain nombre de journalistes qui sont assassinés dans le monde. On l'a entendu, le Mexique, beaucoup, d'autres pays. Donc, comment on fait en fait le choix et pourquoi sur cette histoire-là précisément? Alors, sur l'histoire de Gauri Lankesh, c'est en particulier mon collègue Phineas Rucard qui a travaillé sur cette histoire très précise en Inde. En fait, il y a effectivement une phase de pré-enquête avant de lancer un projet en consortium. Et Phineas s'est un peu penché sur les derniers assassinats de journalistes ces dernières années. Et il s'est rendu compte en fait qu'un quart des reporters qui avaient été tués hors zone de conflit avaient travaillé sur la désinformation ou avaient été victimes de campagnes de désinformation à leur encontre ou de menaces en ligne. Et donc il y a un vrai phénomène en fait, et il a découvert l'histoire de Gauri Lankesh, donc cette journaliste indienne qui a effectivement été tuée en 2017. Elle est tuée en fait juste avant la parution de son dernier article qu'elle ne verra donc jamais publié et qui est intitulé « À l'ère des fake news ». Et qui travaillait en fait dans l'État où elle habitait en Inde, au Karnataka. Elle enquêtait sur tout un tas de sujets, et notamment sur les liens entre un certain site internet qui s'appelle Postcard News et le BJP, le parti extrémiste hindou. Donc ça, c'était en 2017. Elle meurt L'extrême droite. Oui, l'extrême droite. Elle est assassinée en 2017, et en fait, en poursuivant l'enquête, on se rend compte que les liens entre Postcard News et le BJP se sont resserrés, que le fondateur de Postcard News se vante, en tout cas, d'avoir amélioré la campagne de Modi, qui est aujourd'hui à la tête de l'État en Inde, etc. Et en fait, tout ce
tout ce que Gaori dénonçait, elle dénonçait les usines à trolls, ce qu'elle appelait les usines à mensonges. C'est des choses qui se sont, entre l'année de son assassinat et aujourd'hui, qui se sont multipliées. On voit, il y a plein d'autres exemples. Il y a l'exemple de Maria Ressa qu'on a vu dans la petite vidéo, qui est prix Nobel de la paix, qui elle-même travaille sur ces sujets, et elle-même est victime de campagnes très violentes en ligne. Jessica Haro, pareil, une journaliste finlandaise qui a enquêté sur les pharmatrolls russes et qui est victime de campagnes très très violentes en ligne, qui a des poursuites judiciaires sur elle. Enfin, il y a tout un tas d'exemples comme ça de journalistes qui travaillent sur le sujet, qui sont menacés pour ça, et Gaori en est morte. Et là, ce sont des femmes en fait que vous citez à chaque fois. Est-ce que ça y a un lien, le fait que ce soit des femmes? Alors effectivement, d'ailleurs, au moment de l'apparition de Story Killers, donc de l'enquête qu'on a menée avec une soixantaine de médias partenaires, le Washington Post a sorti cet article à partir des données du CPJ, où effectivement les femmes journalistes sont encore plus ciblées. En Inde, par exemple, Gaori était insultée de prostitute, donc c'est la contraction de presse et prostitute. Et elle est, comme d'autres femmes, etc., sont victimes de campagnes de dénigrement très sexualisées, etc. Mais par exemple, Jamal Khashoggi était lui aussi victime de harcèlement en ligne, et il a lui aussi été assassiné dans les conditions qu'on connaît. Journaliste saoudien. Quel est l'impact ensuite de vos enquêtes sur place? Parce qu'évidemment, ça nous intéresse à l'échelle de la question de la désinformation, mais c'est vrai qu'on a très peu de proximité avec l'Inde. Mais en revanche, en Inde, quel est l'impact et puis ce qu'il en ressort de ce que vous faites sur notamment Gauri Lankesh? Oui, alors, et pour compléter ce que vient de dire aussi Cécile sur la façon de choisir les enquêtes, parce qu'il y a un grand nombre de journalistes qui meurent, un grand nombre de journalistes qui sont emprisonnés chaque année, et on n'a pas assez de ressources malheureusement pour poursuivre le travail de chaque reporter assassiné. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on ne le fait pas seulement dans un réflexe, c'est pas un réflexe confraternel qui nous pousse à ça. C'est au nom de l'intérêt général. La désinformation, elle tue nos démocraties. La désinformation, ça consiste à influencer des scrutins, des élections, des campagnes présidentielles. Story Killers, l'une des principales révélations, même si l'enquête a démarré en Inde et a consisté à poursuivre le travail de Gauri Lankesh en Inde, l'intérêt d'un consortium, c'est de s'attaquer à un sujet parce qu'il est global. Et la désinformation, c'est une problématique globale. On le voit partout, on le voit sur le champ ukrainien, on le voit dans les élections américaines récentes, on le voit à l'occasion du Brexit, on le voit énormément en Afrique, on le voit partout sur chaque territoire. Et quand on s'attaque à un sujet comme celui-là, ça sert à quelque chose de le faire. On peut le faire tout seul, mais c'est encore plus puissant si on le fait ensemble. Et c'est précisément parce qu'on a réussi à le faire ensemble avec, par exemple, des journalistes de Haaretz en Israël et aussi des journalistes du Guardian, qu'on a réussi à identifier une entreprise secrète qui se fait appeler Team Roré et qui prétend être derrière la manipulation de 30 élections présidentielles dans le monde. Cette révélation-là, qui était l'une des révélations majeures du projet Story Killers, elle est le résultat d'un travail collaboratif, et plus précisément celui des équipes de Radio France et de Haaretz, qui ont infiltré pendant des mois cette entreprise-là, en ne sachant pas à qui ils parlaient, parce que l'homme qu'ils avaient en face, celui qui se faisait appeler Roré, ne donnait pas plus qu'un pseudo. Donc nous, à la radio, à la télé, on l'appelle Georges. Voilà, Team Georges, absolument. C'est comme ça qu'on l'appelle. On peut dire Jorge, Roré ou Team Ror, c'est à votre convenance, mais en tout cas, cet homme-là, qui ne donnait pas beaucoup d'informations sur lui, mais qui disposait, et c'était vrai, d'une armée de 39 000 avatars, qui pouvait, en quelques nanosecondes, déverser sur 10 opposants politiques des campagnes de haine, de discrédit, grâce à cette armée d'avatars. Cette révélation-là, elle est le fruit d'une collaboration qui est, à mon sens, l'exemple chimique parfait de ce qu'est une collaboration journalistique. Une infiltration d'un côté, et les journalistes du Guardian qui ont accès aux mails, à des mails de Cambridge Analytica, échangés au sein de l'entreprise Cambridge Analytica, que l'on connaît pour être intervenu dans des campagnes présidentielles. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier Tal Annan, de mettre un nom sur celui qui pratiquait la désinformation à échelle industrielle dans le monde entier. Je reviendrai juste après sur le travail de Gauri Lankesh, parce que ça m'intéresse, mais juste sur Georges, justement, est-ce que vous pensez, puisque les médias, les grands médias, même s'ils en ont moins, ont quand même des correspondants à l'étranger, beaucoup moins, certes, mais ils en ont encore, notamment Radio France ou France Télévisions. Mais est-ce que vous pensez que sans ce travail de collaboration à la sauce, entre guillemets, Forbidden Stories,
Tout ce travail qui a été fait notamment sur la partie française autour de Georges, la team Georges, n'aurait pas pu se faire. Absolument. C'est-à-dire il aurait peut-être pu se faire, ça aurait peut-être pris 3-4 ans, mais c'est parce que, et cette révélation sur Team Georges n'est pas que la seule révélation du projet Story Killers, et il y a eu aussi de l'impact en Inde, et chacun de nos projets, on essaye de mesurer aussi l'impact. Oui, et puis vous pouvez aller voir en ligne, tout est accessible sur le site internet. Mais effectivement, je pense que en fait, la collaboration, souvent j'essaye d'expliquer pourquoi c'est important, d'expliquer à nos confrères journalistes pourquoi c'est important de collaborer, d'expliquer aussi dans les écoles de journalisme pourquoi c'est important d'apprendre les méthodes collaboratives. La collaboration, elle apporte plusieurs choses qui sont essentielles. Un, de la protection. C'est-à-dire que nous, toutes nos enquêtes, elles sont dangereuses. Une personne vient d'être assassinée et le tueur est en liberté. Donc ça ne fait aucun sens de tuer un journaliste si vous savez qu'il y en a 50 autres qui sont prêts à prendre la relève derrière. Deux, la collaboration apporte de la ressource. C'est un modèle économique absolument génial. Vous êtes reporter au Monde, vous ne pouvez pas faire 10 voyages, vous pouvez en faire 2 à l'étranger. Par contre, les 8 autres, vous allez pouvoir inclure le travail de terrain d'autres partenaires qui sont allés dans les 8 autres pays. Oui. La collaboration, elle apporte aussi de la qualité d'information. Il y a 80 fact-checkers derrière chaque phrase, chaque article. On apporte une vigilance beaucoup plus grande. Et elle apporte, enfin, 2 autres choses. En fait, elle apporte 5 trucs. Elle apporte de l'impact. On publie tous en même temps une histoire, nos enquêtes, de manière indépendante. Chaque partenaire, le Washington Post, le Monde, le Guardian, tout le monde est indépendant. Nous, on est là pour faciliter et coordonner le travail là. Mais en publiant en même temps, on crée une conversation. Et c'est cette conversation-là qui peut changer des choses. Et aujourd'hui même, ce matin, on est 1 an et demi après la révélation du projet Pegasus. On était à l'initiative que l'on a coordonnée, qui portait sur la cybersurveillance. On a appris ce matin, et la Maison-Blanche avait pris les devants là-dessus, mais que 10 États allaient finalement bannir l'utilisation de logiciels d'espionnage commerciaux à caractère privé par leurs propres services. Ça, c'est un des effets du projet Pegasus. Donc ça, c'est l'un des impacts de ça. C'est cette collaboration-là qui permet de générer du changement, pas tout le temps, mais ça permet de le faire surtout à une échelle globale, puisque plus grand-chose n'est local aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apportez aussi aux journalistes locaux, par exemple en Inde, à travers le cas de Gauri Lankesh? Alors, on apporte... Alors déjà, pour être très honnête, évidemment, on dit jamais, notre travail, ce n'est pas une assurance vie qu'on apporte aux journalistes. Et aussi, pour être très clair sur notre mission, on n'apporte pas de la sécurité physique aux journalistes. Parce qu'on entend que ça nourrit beaucoup d'espoir. Enfin, on a entendu les témoignages qui sont passés tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est ça, c'est que les journalistes qui sont les plus exposés dans le monde, que ce soit dans l'Uttar Pradesh, au Sinaloa dans le Mexique, au nord du Nigeria, sont les journalistes systématiquement les plus isolés. Ceux qui n'ont plus de rédaction derrière eux, ceux qui se retrouvent à publier sur Facebook des informations très sensibles sur le député du coin qui est corrompu. Et ce sont ces personnes-là qui, 2 heures après leur live Facebook, comme c'est arrivé à Cecilio Pineda, seront assassinées dans une station essence, seront brûlés vifs comme Jagendra Singh en Inde. Donc c'est ce lien qui leur manque avec une rédaction. Nous, aujourd'hui, quand on va sur un terrain dangereux, quand on est dans une rédaction en France ou ailleurs, on en parle à notre chef, on dit on va sur le terrain, s'il m'arrive ça, ça vient de telle personne, cette enquête-là me vaut telle menace. Avec le SafeBox Network, cet outil qu'on a créé qui permet aux journalistes de mettre à l'abri les informations au moment même où ils enquêtent et de nous dire j'enquête sur ça et si jamais il m'arrive quelque chose, poursuivez mon travail et voilà comment on le poursuit parce que je vous donne déjà les matériaux. Non seulement ils partagent l'information avec nous, mais aussi ils font savoir à l'extérieur que leur information est protégée. Et donc aujourd'hui, dans notre réseau, on a de plus en plus de journalistes indépendants, très exposés, très isolés, qui font savoir sur leur bannière Twitter, pour ma propre sécurité, je mets à l'abri au sein d'un consortium mes informations. Donc si vous me tuez, en fait, vous n'arrêterez pas l'histoire, et même pire, vous la verrez partout ailleurs. Donc ce qu'on apporte, j'espère, c'est déjà un peu d'espoir, un peu de reconnexion, rompre cet isolement-là, et puis surtout, à la fin, sur le long terme, mais ça c'est un projet qui va se construire sur des années, une façon de considérer le journalisme autrement. En fait, en partageant l'information, en collaborant ensemble, on va apporter de la protection. C'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est vraiment pour l'opinion publique, c'est vraiment pour délivrer une information au nom de l'intérêt général, parce que le nombre de reporters assassinés pour les crimes environnementaux, pour avoir enquêté là-dessus, ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est évidemment un sujet qui est majeur.
Il y a beaucoup d'étudiants en école de journalisme ici présents. Quel est l'accueil qui est fait par les directions des écoles justement pour qu'on puisse augmenter le travail en collaboration journalistique, Cécile? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Vous faites du lobbying auprès des écoles? Et si oui, quel accueil vous avez? Je pense que c'est plus Laurent qui peut répondre à cette question sur les écoles. Non, mais en tout cas, c'est une vraie question. Ouais, moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu ça. Allez, je suis sortie il y a 10 ans, donc ça date peut-être un peu maintenant. Mais j'ai pas ce souvenir d'avoir eu ça. Je sais qu'il y a des cours à Sciences Po, à l'école de Sciences Po. Alors, avec Sandrine Rigaud et Annie Hilton, on donne des cours pour la première fois à Sciences Po, à l'école de journalisme. Donc Sandrine Rigaud, rédactrice en chef, qui est rédactrice en chef de Forbidden Stories, sur le journalisme collaboratif. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de journalisme dans le monde aujourd'hui qui enseignent la méthode collaborative. Donc c'est un module en soi. C'est un cours entier sur 2 semestres. D'accord. Non, c'est vraiment pas qu'un module, c'est vraiment un cours. Donc à la fois, on apprend les techniques d'investigation, mais dans un espace collaboratif. Donc je pense, pour moi, pour nous tous, c'est très important de l'apprendre dès le départ. C'est du temps qu'on va gagner ensuite plus tard. C'est des consortiums futurs qui vont créer. C'est toute l'idée aussi de Forbidden Stories, c'est finalement d'essayer d'initier un mouvement et après qu'il nous échappe aussi, que des partenaires locaux travaillent entre eux pour poursuivre les enquêtes des uns et des autres et que chacun le fasse en fonction des ressources que l'on a. Mais c'est très important, effectivement, de changer d'état d'esprit. Et moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, mais je suis souvent intervenu. Et c'est vrai que la culture est plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt la culture du loup solitaire. C'est plutôt la culture de je monte tout seul sur scène avec mon prix. C'est plutôt la culture de c'est ma source, c'est pas la tienne. C'est mon scoop, c'est pas le tien. Voilà. Et je pense que tous les sujets ne méritent pas une collaboration. Ça, c'est évident non plus. Ça n'a pas de sens de se réunir à 100 sur un sujet qui peut être traité par 1 ou 2 journalistes. Mais il y a des formats de collaboration qui peuvent être très intéressants. Sur le projet Pegasus, on a travaillé avec Amnesty International, des journalistes qui travaillent avec une ONG. On peut se dire, a priori, il y a une ligne rouge. Il y en a une à ne pas franchir. On ne fait pas d'activité de plaidoyer, ils ne font pas de journalisme, on protège les sources, c'est un statut, c'est une protection qui est très importante. Ce statut-là n'existe pas pour les ONG. Donc, mais c'était très, très fructueux comme collaboration parce que grâce à ce type de collaboration-là, on a pu bénéficier du savoir qui était énorme de Amnesty International sur Pegasus et nous faire notre travail d'enquête pour donner du contexte aux attaques de Pegasus dans le monde entier. Quelles sont les pistes d'enquête sur lesquelles vous travaillez en ce moment, Cécile, sans nous dévoiler évidemment l'entièreté? Et puis, comment vous répartissez le travail justement sur ces enquêtes-là? Alors, sur les pistes actuelles, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler. Est-ce qu'il y a des thématiques qui... en tout cas, sur la façon de travailler et la façon de se répartir le travail, on peut reparler de Story Killer, parce qu'il y a eu plusieurs sujets qui sont sortis à cette occasion, plusieurs enquêtes. Et donc, je peux un peu vous parler de ça, de comment ça s'est construit. Donc, il y a eu toute la phase de pré-enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis ensuite, une grosse réunion avec tous les médias partenaires, en fait, qui se sont lancés avec nous sur ce projet, où tout le monde s'est rencontré physiquement. Et effectivement, c'est important. Ça permet de discuter des pistes, ça permet de discuter des idées des uns des autres, etc. Et après, le travail a été réparti sur effectivement les différentes pistes d'enquête qu'on avait. Donc là, il y a plusieurs articles qui sont sortis. Donc l'article sur l'histoire de Gauri Lankesh, l'article sur la Team Roché, sur Perceptor International aussi. Donc 2 histoires israéliennes sur lesquelles moi j'ai travaillé. Il y a aussi un article qui est sorti sur Eliminalia, une entreprise qui se charge de tout supprimer de vous sur Internet si jamais vous avez, on tomberait sur si vous avez fait des mauvaises choses. Il y a un article qui est sorti sur une entreprise d'investigation open source, en source ouverte en Colombie. Et il y a un article qui est sorti sur les liens entre des influenceuses américaines et une fondation saoudienne. Donc en fait, voilà, il y a eu toutes ces pistes-là qui ont été dispatchées. Et après, voilà, les médias partenaires et les journalistes de ces médias
se mettent un peu sur les sujets sur lesquels ils ont de la ressource, qui les intéressent, etc. Et effectivement, moi j'étais sur la partie israélienne qui a pris beaucoup d'ampleur en fait, avec donc d'une part sur Team Jorge et d'autre part sur l'autre entreprise qui elle est complètement légale et a une existence tout à fait légitime, qui s'appelle Percepto International, qui fait aussi de l'influence comme c'est marketé. Et en fait, l'enquête Team Jorge a pris une ampleur. Tout à l'heure, Laurent parlait d'exemplarité. C'est vrai que cette enquête, elle est vraiment exemplaire en termes de collaboration. C'est-à-dire qu'à Paris se rencontrent Frédéric Mettezo, donc de Radio France, Omer Ben Jacob d'Aretz et Gour Megiddo de The Marker, donc qui appartient à Aretz, donc eux se connaissaient. Et donc ils discutent tous les trois. Et puis voilà, ils se disent il y a des boîtes qui font ça en Israël, qui vendent de l'influence, de la désinformation. On peut avoir les contacts, on peut les trouver, Et donc en fait, ils se rencontrent et naît cette idée de comment on peut avoir accès. Parce que l'idée, c'était un peu, on se disait comment on va avoir accès à ce marché de la désinformation, cette industrie qui s'est développée ces dernières années. Est-ce qu'il existe des brochures? Est-ce que ces gens font des présentations? Comment ils vendent leurs services, etc. Et donc, eux se disent, on va voir en fait si ça existe. Et puis, il y a cette infiltration qui se met en place. Différents rendez-vous, plusieurs rendez-vous avec Jorge, donc désormais Tal Hanan, on connaît son nom, et quelques mois plus tard avec Percepto. Et c'est là, en fait, au fur et à mesure des rendez-vous, il nous donne des informations. Il fait des démonstrations parce qu'il croit, en fait, l'infiltration, peut-être que vous n'avez pas, si vous n'avez pas lu l'enquête, lisez-la, mais voilà, les journalistes se font passer pour des clients, en fait, et des clients qui veulent influencer, retarder une élection dans un pays. Et donc, il leur montre, en fait, il leur fait la démonstration de tout ce qu'il peut faire. Donc, il a effectivement plus de 30 000 avatars qui existent sur Internet, qui peuvent propager sur Twitter des fausses informations. Il nous montre qu'ils peuvent acheter des trucs sur Amazon pour se donner une vraie existence. À un moment donné, les journalistes, pour tester ça, lui disent mais alors, est-ce que vous pourriez propager là, un hashtag et ils lui disent bah voilà, on n'a qu'à faire croire, je sais pas si vous avez vu, il y a un émeu qui est très célèbre sur Internet, une espèce d'autruche qui s'appelle Emmanuel, et donc il faut partager le hashtag RIP Emmanuel, et donc il montre en live ce qu'il peut faire. Et donc voilà, il a ces avatars-là, il montre qu'il est capable d'infiltrer la messagerie Telegram de gens dont on découvrira par la suite qui sont des très proches du président nouvellement élu au Kenya, donc en plein milieu de l'élection présidentielle, donc c'est-à-dire comme si le plus proche conseiller de Macron l'année dernière avait son téléphone infiltré par quelqu'un qui fait de la désinformation. Et donc il montre tout ce dont ils sont capables, et en fait tout ce qui est ramené de ces présentations-là, après, tous les journalistes vont s'accaparer, en fait, ces histoires. Et donc, voilà, telle équipe de journalistes de tel média qui est très pointue sur la tech, sur Twitter et tout ça, va remonter la piste de ces avatars. D'autres qui ont des correspondants au Kenya ou ailleurs vont remonter qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale, etc. etc. Et donc, c'est comme ça. Et ça fait tache d'huile. Exactement, ça fait tache d'huile. À un moment donné, à la fin d'un des rendez-vous, il montre, et là c'est un rendez-vous physique où on l'a enfin vu, on a enfin eu son visage, il montre cet extrait de BFM qui est capté, et en fait, il ne peut pas savoir, quand il fait ça, qu'en face, évidemment, il y a des gens qui vont connaître BFM et qui vont reconnaître la voix de Rachid Embarki. Et donc, en France, il y a aussi cet impact-là. Et donc, voilà. Sauf que jamais, j'imagine, jamais vous n'aviez imaginé qu'en fait, le désinformateur ou celui qui participerait à la désinformation faisait partie de la profession des journalistes en France. En plus, ça, jamais vous l'aviez imaginé. C'est quand même juste dingue. Mais puis la question qui se pose aussi, c'est que Jorge croit être face à des clients. Donc, il veut vendre son truc. Donc, il y a aussi, il va peut-être grossir le trait. Et donc, évidemment, on vérifie tout ce qu'on publie, mais là, on vérifie 1000 fois, en fait, avant d'être vraiment sûr. Et c'est aussi là que la collaboration porte un intérêt extraordinaire, parce que chacun a un carnet d'adresses, des compétences qui vont servir à ça. Et puis derrière, il y a effectivement les gens du Guardian qui ont travaillé sur Cambridge Analytica, qui retrouvent le mail de Tal Hanan dans les mails, et là où tout se connecte, en fait. Il y a ce moment où tout se connecte, le travail de toute cette équipe, et c'est vraiment... voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes de journalistes, du coup, non pas à l'étranger, mais français, qui demandent à ce que Forbidden Stories... ou les protège ou les aide à continuer une enquête qu'ils n'ont ou qu'elle n'a pas pu terminer? Non, parce qu'on poursuit essentiellement les enquêtes de reporters assassinés
Et donc Mais pas que. Là, en l'occurrence, par exemple, sur le volet de la désinformation. Sur la désinformation, le projet a commencé après l'assassinat de Gauri Lankesh. Oui. Mais ce qui est important, c'est pas juste notre rôle, il n'est pas d'enquêter seulement sur le meurtre de Gauri Lankesh, mais il est vraiment de poursuivre le travail. Et c'est une des questions tout à l'heure que vous posiez, c'était l'un des critères, en fait, comment on choisit une enquête. Ce qui est important, c'est que en fait, le meurtre d'un journaliste au Mexique, souvent on se réveille le matin et on entend à la radio un 51e journaliste au Mexique a été assassiné cette nuit. Et puis on passe à autre chose. Et puis on part à l'école avec les enfants. Et puis c'est une statistique, une data qui est rentrée. Un journaliste en Philippines assassiné ou emprisonné. Donc, et on s'habitue à ça. Et le pire, c'est de s'habituer à ça. Surtout que ce journaliste au Mexique, souvent, il travaille sur des faits de corruption en lien avec des cartels qui vendent de la drogue en France, qui vendent de la drogue à Londres, qui vendent de la drogue partout. Et le but de Forbidden Stories, pour moi, c'est de faire en sorte que cette histoire, ce drame mexicain, soit pas seulement un drame mexicain. C'est non seulement un crime fondamental contre la liberté de la presse, gravissime, mais c'est aussi un sujet global parce que ça nous concerne. Et c'est là où la collaboration prend tout son sens. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me rappelle, j'ai écouté l'audition et je vous invite à l'écouter de Rachid Mbarki, donc, qui a été entendu par la commission à l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques jours. Et je vous soumets donc ce qu'il dit. Il dit ces journalistes ont tout fait pour en fait lier la team Georges à la France, lier Team Georges au contexte français. Comme si vous aviez poussé le truc à l'extrême pour que ça puisse faire des connexions. C'est évidemment sa défense. Il est dans une position de défense quand il est interrogé par les parlementaires de la commission d'enquête parlementaire. Sous serment. Sous serment. Évidemment qu'on n'a pas tout fait. En fait, on fait juste du journalisme. Donc, est-ce qu'on avait imaginé ça? Non. C'est le propre d'une investigation, c'est que on sait d'où on part, on ne sait pas où on arrive. Et c'est là où, en général, une bonne investigation se définit pour moi souvent comme ça, c'est qu'on ne sait pas exactement où on va. Ce qui parfois peut être difficile quand on parle à son rédacteur en chef. Complètement déstabilisant. Déstabilisant. Même pour soi-même. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est très dur et c'est une conversation qui, pour moi, est clé dans notre milieu, puisque on est quand même dans un événement qui est là pour parler de journalisme, c'est que souvent, ceux à qui on va vendre un documentaire, un programme, une enquête, papier ou autre chose, et quand il s'agit d'investigation, on demande, alors qu'est-ce que tu vas révéler? Et en fait, on ne sait pas. On lance une investigation parce qu'en fait, on pense qu'il y a une nécessité d'enquêter et qu'il y a des faits, un indice de faits qui nous laisse penser qu'il faut enquêter pour avoir la confirmation que cette entreprise pollue le lac. Oui ou non, on ne sait pas. Pour y arriver, il faut enquêter, recueillir des témoignages, faire des prélèvements et faire notre travail de journalistique dans l'intérêt général. Et ça, on ne le sait pas. Quand on démarre sur Team Roré, on ne sait pas grand-chose. On sait que Gauri Lankesh a été assassinée alors qu'elle enquêtait sur la désinformation, qu'elle souffrait elle-même d'une campagne de désinformation, qu'un journaliste sur 4 qui a été assassiné souffrait eux-mêmes auparavant de campagnes de désinformation et que la désinformation est de plus en plus industrielle. Et un rapport d'Oxford pointait quelques mois plus tôt, et c'est aussi quelque chose qui nous a vraiment incité à travailler ensemble, quelques faits majeurs pour décrire la désinformation aujourd'hui qui a totalement changé d'échelle. Il y a 10 ans, c'était des fermatrolls russes. On employait des gars derrière des ordinateurs pour faire du tweet incendiaire et du tweet faux. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même dimension. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que déjà, le secteur privé est rentré là-dedans. Et Team Roré, comme Percepto et tout, ce sont des acteurs privés qui vendent des solutions à des États, et à des entreprises aussi privées, mais aussi à des acteurs publics. Donc c'est le privé qui rencontre le secteur public, et ces deux industries, en fait, l'industrie de la cybersurveillance d'un côté, et l'industrie de l'influence de l'autre, qui se sont rencontrés pour créer ce monstre en face de nous, qui livre de la désinformation et des services de désinformation. Et le rapport d'Oxford dit quelque chose, il identifie 65 entreprises privées qui travaillent pour 48 pays, qui ont participé à des campagnes de désinformation à l'échelle nationale dans le cadre de scrutins et de campagnes. Et c'est là où notre démocratie, elle, est en cause. On peut le trouver en ligne, le rapport? On peut le trouver en ligne, il est très important, il est fondamental, il nous a déterminés dans la nécessité de mener ce projet de manière collaborative et de poursuivre le travail de Gauri Lankesh. Cécile, est-ce qu'il y a eu des enquêtes impossibles à terminer, voire même à commencer, parce qu'elles étaient trop dangereuses, parce que vous mettiez en danger des gens, ou impossibles à terminer?
La question de mettre en danger les gens se pose de toute façon un peu comme le disait Laurent au fur et à mesure déjà dès le départ d'une enquête, puisque comme le disait Laurent, on reprend un sujet qui a valu la vie à quelqu'un ou qui lui a valu la prison. Et puis au fur et à mesure de l'enquête, plus on avance, plus on se rend compte que les gens en face sont méchants, sont dangereux. Sont puissants. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, cette question-là, elle se pose très régulièrement en fait, au fur et à mesure des avancées. Plus on va loin, et plus on... Parce que ce qu'on essaie de faire aussi généralement dans les enquêtes, c'est de démontrer des chaînes de responsabilité, c'est de remonter jusqu'en haut d'une décision, etc., d'un pouvoir, quel qu'il soit, économique, politique. Et de fait, cette question-là se pose régulièrement. Mais l'avantage qu'on a, c'est que je trouve qu'on peut en parler assez facilement, que ce soit entre nous, l'équipe de Forbidden à Paris, avec les partenaires sur place. Tous les gens avec qui on travaille savent qu'on est dispo au moindre doute, etc. Il y a aussi des fois où on va peut-être avoir un peu plus peur pour eux que eux sur le terrain, parce qu'on voit peut-être le truc un peu global, l'enquête un peu globale, qu'eux voient peut-être un peu moins. On voit certaines avancées, on va peut-être tirer un peu des alarmes, etc. Mais cette question-là se pose au fur et à mesure. Les dispositions à prendre sont prises en amont au plus possible. Et puis, s'il y a besoin, on ajuste en fait au fur et à mesure, etc. Quand les gens vont sur des terrains, effectivement, autour du lac qui est pollué ou quoi que ce soit, on les suit. Il y a tout un tas de procédures qui sont mises en place pour effectivement éviter, faire en sorte que tout le monde aille bien, quoi. Et l'honnêteté. Et je trouve que l'importance de la collaboration et de toujours être en contact les uns avec les autres, c'est que aussi, quand on est en confiance, on est capable de dire là, je le sens pas. Et c'est important. Et c'est important qu'on ait, nous, cette relation-là aussi avec les partenaires, avec les journalistes avec qui on travaille, et que ce soit des gens de n'importe quel média, en fait. Et donc, on essaye on gère le risque et le danger au fur et à mesure. Bon. Merci pour tout ça, c'était passionnant et puis ça va continuer à l'être évidemment avec vos questions, donc n'hésitez pas si... je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Voilà, ça arrive. Merci, on vous écoute. Test, c'est bon, ça marche. Merci beaucoup déjà pour la conférence, c'était très intéressant. Donc je suis Roméo Marmin, donc je suis journaliste en formation à l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours. Et j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que les consortiums de journalistes internationaux, ça se fasse un peu au détriment de consortiums d'investigation internes à des rédactions Est-ce que ça risque pas de remplacer des groupes d'investigation internes aux rédactions justement? Non, franchement, je ne suis pas encore inquiet de ça, parce que il y a finalement... Quand on regarde, il y a peu d'investigations collaboratives par an. Il y en a trop peu. Et c'est encore difficile de convaincre des rédactions de s'engager sur des projets collaboratifs. Vous réussissez à en faire combien par an, vous, par exemple? On essaye de faire 2-3 enquêtes par an. En fait, ça questionne le modèle. C'est-à-dire qu'on est face à un grand nombre de journalistes assassinés, emprisonnés. On est la seule organisation au monde à le faire. On est de plus en plus connus. Parce qu'on est plus connu, du coup, on est de plus en plus sollicité par des épouses de journalistes qui nous disent « Mon mari a été tué, il a enquêté là-dessus, est-ce que vous pouvez poursuivre son travail ?» Et on est dans cette situation-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on grandit assez vite aujourd'hui, parce qu'on a une vraie utilité, mission qui a du sens. Mais il faut choisir. Et il faut être fort. Et il faut avoir un réseau. Et pour avoir ce réseau, il faut aller voir les partenaires pour leur dire « On a besoin de vos talents pour s'associer avec nous pendant 6 mois sur un projet. » Là, on nous pose la question de quelle est la révélation. Et donc là, on dit il faut enquêter. Et pour enquêter, il faut partir sur un terrain. Et ce terrain, il va être dangereux. Et on ne sait pas où on va. Mais on travaille ensemble. Donc si on est plusieurs, on sera plus fort. Donc je ne pense pas qu'on fasse de l'ombre encore aux cellules d'investigation de chaque journal. Je pense qu'au contraire... Quand il y en a encore. Non, on est loin d'être là, et je pense qu'au contraire, on a un gros travail à faire d'explication de l'intérêt de la collaboration auprès des grands journaux qui peuvent voir dans la collaboration parfois aussi
beaucoup de compromis à gérer, beaucoup de problèmes de plus à gérer parce qu'il faut s'accorder sur les dates de publication. C'est pas si évident. Faut trouver la bonne date. Dans tel pays, ce jour-là, c'est férié. Dans un autre pays, c'est un scrutin d'élection nationale 2 jours plus tard. Donc il faut harmoniser ça. Les standards ne sont pas forcément les mêmes aussi. Comment on pratique le fact-checking aux États-Unis, en France, en Angleterre ou dans tel autre pays. C'est aussi important de ne pas être une organisation qui est basée au nord et qui dit vouloir résoudre les problèmes dans le sud. Il faut être global. Donc il faut aussi connaître les gens. Il faut aussi se retrouver en dehors des phases d'enquête pour se connaître. Il y a une question qui est clé, et un sujet qui est clé dans la collaboration, c'est la confiance. Et la confiance, elle ne s'acquiert que en fait, par la rencontre avec l'autre. Je ne partage mon information avec quelqu'un que si je le connais, que si je suis sûr qu'il ne va pas me doubler et que c'est une bonne chose que de le partager. Donc pour ça, il faut se connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, je prolonge un petit peu, vous alliez sur place plusieurs fois avant même de commencer l'enquête pour justement apprendre à vous connaître? Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, je pense qu'on a appris avec le temps, qu'on ne faisait peut-être pas assez au début. C'est pas seulement se voir dans le rush de l'urgence, mais aussi d'apprendre à se connaître parce que c'est toujours à la fin les mêmes questions de comment vous travaillez, comment nous on travaille et est-ce qu'on peut travailler ensemble sur un socle commun. Et puis quand on est un journaliste menacé, qu'on vit au fin fond du Sinaloa ou ailleurs, c'est à nous d'aller là-bas pour expliquer comment on travaille et qui on est et que l'on est aussi en fait juste simplement journaliste. Et que c'est seulement une affaire c'est seulement un réseau de journalistes qui peut... En fait, moi je dis souvent, on utilise du journalisme pour défendre du journalisme. Et au nom de l'intérêt général. Donc oui, donc il y a une question de confiance, donc il faut se connaître, et on est loin encore de faire de l'ombre au service interne des journaux. Merci. Il y a une question au fond. Bonjour, Maud Baring-Désep pour la Maison des journalistes. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est pas un peu à double tranchant de tout mettre dans une safety box? Est-ce que vous subissez pas des cyberattaques, ce genre de choses? Comment vous défendez? Comment vous protégez cette safety box? Ouais, c'est un vrai point, un vrai sujet, parce qu'effectivement, on est destinataire d'informations très sensibles, de journalistes qui sont très exposés. Et notre but, c'est pas de mettre en danger qui que ce soit d'autre aussi. Et souvent, quand on parle des menaces contre les journalistes, ce qui est très important, c'est de considérer les menaces contre les sources des journalistes. Sans source, il n'y a pas de journalisme. En même temps, la plupart, déjà sur la question de la sécurité, on travaille avec des organisations qui sont... Nous, on n'a pas apporté une application technologique, mais par contre, on travaille avec... on utilise SecureDrop, qui est un système au départ fait pour les whistleblowers, qui passe par Tor et qui permet à des personnes de garder un anonymat tout en envoyant Whistleblower, un lanceur d'alerte, pardon. Un lanceur d'alerte. Et en fait, c'est l'organisation d'Edward Snowden qui a développé ce logiciel qui s'appelle SecureDrop, qui utilise Tor et qui permet de donner une information sans voir son adresse IP traquée, de garder l'anonymat, d'avoir un niveau de chiffrement qui est vraiment le plus élevé. C'est un système qui est utilisé par un grand nombre d'organisations dans le monde, d'ONG, mais aussi d'organisations de presse. On utilise ça. Ensuite, on travaille avec des cyberspécialistes pour améliorer notre sécurité tous les jours. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire, c'est celui qui vous dira cette application, ce système est 100% safe, vous mentira. On l'a vu en travaillant sur Pegasus et on est bien placé pour le voir que l'application Signal n'était pas en elle-même hackée par Pegasus, mais c'est le téléphone lui-même qui est hacké par Pegasus. Donc si vous avez même une application chiffrée sur Pegasus, sur votre téléphone, Pegasus pourra lire tout ce que vous lisez. Donc on fait attention à ça. Après, sur la question de les journalistes eux-mêmes, en général, les journalistes, quand ils sont en danger, font déjà l'objet d'une surveillance. Et en général, les États ont déjà connaissance des informations sur lesquelles ils travaillent, et c'est bien pour cela qu'ils sont menacés. Donc au contraire, souvent, les journalistes font savoir qu'ils mettent à l'abri des informations, en partant du principe que le système, l'État dans lequel ils vivent, les a déjà surveillés, c'est pour ça qu'ils ont été menacés. Et au contraire, le fait de mettre à l'abri ça peut les protéger, s'ils choisissent de le faire. Mais oui, en tout cas, c'est un sujet qui est clé et on travaille avec un grand nombre de spécialistes pour nous aider à identifier les solutions qui sont les plus sûres connues aujourd'hui et de faire les mises à jour nécessaires en permanence. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui.
Bonjour, je suis Déborah Do, journaliste et fondatrice du média participatif Endémique. Je me questionnais sur l'organisation... Pardonnez-moi, j'ai pas entendu le nom du média. Endémique. Endémique. Okay. Du coup, je me questionnais sur l'organisation humaine. Comment les journalistes travaillent? Est-ce qu'ils sont détachés quand c'est des médias partenaires? Est-ce que Forbidden Stories emploie des journalistes? Alors du coup, comme je suis journaliste chez Forbidden, je vais répondre. Donc nous, on est une équipe de journalistes. Donc nous, on travaille sur les enquêtes, sur les différentes pistes d'enquête qu'on décide de mener avec les partenaires. En tant que salarié, vous-même? Oui, en tant que salarié, voilà, en tant que salarié de Forbidden. Et donc nous, on enquête donc voilà sur les pistes et on coordonne aussi ces pistes. Donc c'est-à-dire nous, on est en lien avec tous les journalistes des autres médias qui travaillent là-dessus pour faire avancer l'enquête. Et ensuite, je pense que ça dépend des médias, ça dépend des moyens des médias. En général, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on se rencontre au début, qu'ils soient tous bien convaincus de l'intérêt du sujet, de la solidité des pistes qu'on a et de l'histoire qu'on va apporter et qu'eux vont apporter aussi. Et qui vont... Mais il y a des gens, en fait, c'est des journalistes... Enfin, typiquement, Le Monde, c'est les journalistes du Monde qui travaillent sur ces thématiques-là, qui ont travaillé avec nous, Le Guardian, etc. Il y a certains médias, je pense que c'est plus anglo-saxon. On a vu Paul Lewis et Craig Timberg, donc du Guardian et du Washington Post dans le spot au début, qui, eux, s'occupent un peu maintenant de ce genre d'enquête collaborative, qui gèrent un peu aussi leurs équipes en fonction de ça. Et je pense que ça dépend vraiment des moyens des médias, du sujet qu'on aborde. Mais en tout cas, il y a... Enfin, pour avoir un peu discuté avec certains d'entre eux, il y a aussi une vraie volonté de la part des gens qui sont partenaires avec nous de vraiment mobiliser quelqu'un, mobiliser des moyens, pas juste dire on est partenaire et juste on est partenaire. Être partenaire, ça veut dire aussi qu'on enquête avec les autres, qu'on suit les réunions et qu'on apporte un peu sa pierre à l'édifice. Ça veut dire que les journalistes en question, pour prolonger, sont détachés des rédactions le temps de l'enquête? Franchement, ça dépend des rédactions. En fait, la plupart du temps, on ne travaille pas d'ailleurs avec des freelances parce que on travaille. En fait, on veut être sûr que l'enquête aura des moyens et que c'est aux journaux, aux organisations de presse de donner ces moyens-là. Et on a deux discussions, deux niveaux de conversation, un avec le journaliste en direct avec lequel on aimerait travailler, ou les journalistes, et leur rédacteur en chef, pour être sûr qu'on est sur la même page et qu'il y a tant de jours ou tant de mois de données affectés à ce projet-là. Donc la plupart du temps, on essaye de travailler comme ça, et au fil de l'enquête, en fonction des avancées de l'enquête, ils peuvent ou ils vont rajouter du monde et des ressources. Donc c'est le principe de notre économie collaborative, elle est celle-là. On dépend de la capacité des partenaires à affecter des journalistes là-dessus. D'autres questions? Bonjour, Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. À part la bonne nouvelle dont vous avez fait état ce matin des 8 États qui interdiraient les logiciels, une fois vos enquêtes publiées, est-ce que vous avez d'autres bonnes nouvelles ou avez-vous des retours et quels sont-ils? Non, on n'a pas tout le temps des bonnes nouvelles et parfois, être journaliste, c'est ça aussi. On publie quelque chose, on passe 2 ans dessus et puis il ne se passe rien. Ou on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors par rapport à l'impact, on en parlait tout à l'heure, il y a une chose qu'on fait. Par exemple, Daphne Caruana Galizia, journaliste à Malte, quand elle était assassinée, elle avait un blog, et sur ce blog, donc c'était l'une des seules journalistes à parler de la corruption à un niveau vraiment endémique à Malte, membre de l'Union européenne. Et elle avait un blog qui était suivi, qui avait 300 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est énorme à Malte. Pour une population de 400 000. Voilà. Pour une population de 300 sur 400. Donc vraiment une audience très forte. Incroyable. Elle a été assassinée parce qu'elle enquêtait sur plein de sujets très dangereux, et notamment sur la corruption de 2 personnes centrales au sein du gouvernement. Quand on a décidé de poursuivre le travail de Daphne, on l'a fait avec 45 journalistes de 18 organisations de presse. Et au moment de la publication, une grande agence qui est spécialisée dans la mesure d'audience nous a proposé de faire gratuitement pro bono, comme on dit, une évaluation de l'impact, enfin plus précisément du taux d'audience consolidé de tous nos partenaires en fait, pour évaluer comment le Daphne Project avait réussi à impacter
dans un grand nombre de pays. Et ils ont établi que 74 millions de personnes avaient eu accès via le New York Times, via Le Monde, via le compte Twitter de telle personnalité qui avait retweeté l'information principale, de la révélation principale. 74 millions de personnes avaient entendu parler des enquêtes que menait Daphne Caruana Galizia. 300 000 au départ, 74 millions à la fin. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, et c'est l'un des amplificateurs, l'un des ratios en tout cas, quand on veut essayer d'évaluer, je pense, de manière honnête, non pas l'impact sur la société, puisqu'il faut des années pour ça, mais au moins la prise de connaissance d'un sujet. Et notre but, c'est celui-là, à Forbidden Stories, c'est de faire en sorte que l'opinion publique ait accès à l'information que certains voulaient cacher ou voulaient passer sous silence. Ben voilà, donc on fait, après chaque enquête, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est en tout cas une mesure de l'utilité que l'on peut avoir, c'est l'accès à l'information globale qui est évidemment essentiel pour nos démocraties. Merci. On a peut-être le temps encore, oui, d'une dernière question. Moi, j'en ai une, en tout cas, s'il n'y a pas de main qui se lève. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez encore en plein développement, que vous grossissiez à Forbidden Stories. Est-ce qu'il y a des profils que vous recherchez, de journalistes, de data journalistes, d'analystes numériques, peu importe, mais des gens qui puissent venir en fait vous aider à continuer le travail? Oui, il y a des... Notamment effectivement sur l'OSINT, le travail en open source, ça c'est des compétences que l'on recherche. En fait, souvent aussi, on a du mal souvent à définir qu'est-ce que c'est qu'un journaliste d'investigation. Et c'est souvent d'ailleurs un peu bizarre de dire journaliste d'investigation. Un journaliste, il enquête par définition. Après, les enquêtes durent plus ou moins longtemps, sont plus ou moins compliquées. Nous, ce dont on a besoin aussi, c'est de journalistes de terrain, en fait. Et l'investigation, c'est pas seulement aussi être derrière un leak, un document, une fuite, et analyser et et interroger les personnes qui sont citées dans ce document. Parfois, c'est partir de rien, c'est traverser la rue, aller en face et comprendre ce qui s'est passé et comprendre l'économie de ce trafic que l'on voit par l'interrogation des 4 personnes qui sont à 2 mètres de nous. Parfois, c'est juste ça. Donc on appelle ça du journalisme d'investigation. Moi, j'appelle ça souvent du journalisme de terrain, de la curiosité professionnelle. Et je pense qu'on a vraiment surtout besoin de ça. Pas tant d'aller chercher des stars de l'investigation, finalement, mais d'aller chercher des gens qui se disent ce sujet-là est dangereux, il est compliqué, du coup, il faut le faire. Déjà dans ce standard de réflexion-là, pour se dire il faut aller vers des sujets qui sont complexes, dont on ne connaît pas l'issue. Il faut le faire à plusieurs et il faut se rendre sur place, aller sur le terrain pour interroger la réalité et essayer de faire remonter à l'information pour comprendre un système et de manière la plus globale possible. Eh bien, merci. Je crois que c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Laurent. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour le travail. Et bon courage pour la suite des enquêtes que vous allez révéler les prochains mois. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci.